Je vous présente donc pour la conférence de cet après-midi Michel Prieur, qui, comme c'est indiqué, est chargé de mission à l'Acadie du rectorat de Lyon. Michel qui a, ceci dit, un passé important dans l'IFE et dans le réseau d'ELEA qu'elle a suivi au sein de l'équipe Eductis et qui donc nous présente cet après-midi une conférence intitulée, comme vous pouvez le lire, « Coopérer entre disciplines, à quelles conditions et pour quels effets ?» Une conférence basée sur un travail issu de sa recherche doctorale. Donc, merci Michel pour cette conférence. Merci Aristide. Et en premier lieu, je tiens vraiment à remercier le réseau d'ELEA de m'avoir invité, parce que pour moi, c'est vraiment un honneur d'être à cette tribune. Comme l'a dit Aristide, j'ai beaucoup travaillé dans l'ELEA, j'ai piloté d'ELEA, et ce sont notamment les ELEA qui ont nourri ma réflexion pour m'engager dans ce travail de thèse, et sur des éléments que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de parler de coopération. C'est vrai qu'il y a une revue de sciences humaines en fait, qui est parue cet été, qui était sur cette thématique « Apprendre à coopérer ». Et coopérer, c'était décrit comme agir ensemble en vue d'un objectif commun. C'est un acte social qui n'est pas forcément propre à l'homme. Et il y avait vraiment cette idée dans l'article de coopérer, ça permet d'aller plus loin, ça permet d'être plus fort, ça permet de se développer. Mais en parallèle, il y a des pathologies de la coopération. Ça peut entraîner des problèmes de hiérarchie, d'asservissement, d'exploitation. Et il y avait cette idée aussi que la coopération ne répond pas à une injonction, en fait. Donc, dans cette communication, je vais essayer de répondre un peu à cette question. C'est essayer de voir à quelles conditions les acteurs d'une équipe éducative peuvent coopérer et pour quels effets sur leur développement professionnel. Alors, je vous présenterai un peu rapidement, finalement, la diversité du travail collectif enseignant. On parle de coopération, de collaboration, de beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut essayer de caractériser ce travail collectif? Et puis, je m'appuierai ensuite sur une étude de cas, le travail que j'ai conduit dans ma thèse, pour une coopération, en fait, entre professeurs de sciences. On essaiera de tirer un petit peu quelques conclusions sur des leviers qui peuvent être identifiés. Et puis, comme je suis depuis un an chargée de mission à l'Acadie, j'ai mis un peu à l'épreuve ce que j'avais travaillé dans la thèse et j'ai essayé de le mettre un peu en perspective dans le cadre du travail conduit à l'Acadie sur le travail collectif des équipes, de voir en quoi ça répondait un peu à des éléments que j'avais pu identifier. Donc, sur la diversité du travail collectif enseignant, je vais aborder ces enjeux et ces organisations. Donc, concernant ces enjeux, en fait, le système éducatif, il est en période de mutation. Il y a des évolutions des programmes, avec l'approche curriculaire de la réforme du collège, avec les cycles, avec les parcours, avec les EPI, le socle, donc des prescriptions qui nécessitent un travail collectif des enseignants. Il y a des nouveaux dispositifs de formation, notamment qu'utilisent le numérique, comme les MOOC, les magistères, qui peuvent être faits seul dans son coin, en interaction avec sa machine, mais qui s'enrichissent énormément à partir du moment où on travaille entre pairs et à distance. Donc, il y a des évolutions qui nécessitent un travail collectif. Ce travail collectif, il est pris en compte dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, puisqu'il est demandé, en fait, dans les compétences, de coopérer au sein d'une équipe, de contribuer à l'action de la communauté éducative, de coopérer avec les parents d'élèves, de coopérer avec les partenaires de l'école et de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Si on regarde un petit peu l'éclairage de la recherche, coopérer, ça permet d'agir, de survivre aussi, de se développer. Donc agir, pour Ghislaine Godet et Luc Trouche, ça permet de produire les ressources qui sont nécessaires à l'activité. Pour Michel Granger, il le regarde plus du côté, ça permet de coordonner toutes les missions en fait, qui sont confiées. Survivre, coopérer, ça permet aussi de rompre la solitude, de trouver des appuis auprès des pairs, de ne pas se sentir seul. Et puis, coopérer, ça permet aussi de se développer. C'est un soutien au développement professionnel, ça permet de construire une réflexion sur son propre fonctionnement, de se mettre en posture réflexive qui favorise le développement. Alors, quand on regarde l'organisation du travail collectif enseignant, en fait, Michel Granger, en appui sur les travaux de Rogalski, en fait, dégage 3 structures du travail collectif en fonction des visées de ce travail collectif. Il propose de parler de collaboration lorsqu'en fait les personnes ont un même but.
C'est par exemple, je fais une proposition, par exemple, construire une séquence d'enseignement en mathématiques avec mes collègues de mathématiques pour un même niveau. On a le même but, on travaille ensemble. Et là, les enjeux, c'est d'assurer une cohérence des actions, et c'est plutôt une fonction complétive. On se complète les uns et les autres. Une deuxième structure, c'est la coopération distribuée. On peut avoir la même visée, mais pour atteindre cette visée, on peut avoir des buts immédiats qui sont différents. Donc, une proposition pour exemplifier, assurer le développement des compétences du socle des élèves par une équipe pédagogique, on est dans une perspective de coopération distribuée. Et là, les enjeux, c'est de combiner les spécificités des actions. Donc, on est plus dans une fonction, cette fois, qui est d'un registre de l'intégration, en fait. Une troisième structure qui est proposée, c'est la coaction ou la coprésence. Les buts sont différents, mais il y a un partage d'un espace ou de ressources, comme par exemple les professeurs d'EPS qui vont occuper le même gymnase. Donc ça implique en fait de contrôler là, les effets de son action sur l'autre, et on est plus dans une fonction débative. Donc avec le travail collectif, c'est complexe, hein, et on peut rentrer de façon différente. Et ces trois structures, on peut maintenant les regarder selon trois, elles sont traversées par deux orientations. Une orientation verticale et une orientation horizontale. Une orientation verticale où là, les individus vont être liés à des relations hiérarchiques. Donc ça va interroger en fait les modes de transmission des informations, comment la tâche qui est donnée par une personne, par un supérieur hiérarchique va être redéfinie par les autres acteurs, la possibilité de discuter d'injonctions qui sont douteuses, donc ça soulève un certain nombre de questions. Mais le travail collectif peut être traversé par des orientations horizontales qui sont dégagées de relations hiérarchiques. Et là, ça implique une réflexion sur la coordination, la répartition des charges, la synchronisation des actions. Donc voilà, c'est un petit peu ce travail collectif qui finalement est assez multiforme. Alors, je vais recentrer maintenant sur une étude de cas où moi, je vais vous parler d'une coopération distribuée entre professeurs de sciences. Je vais vous donner un peu le contexte de la recherche, le cadrage théorique qui donne un focus sur la façon de regarder les choses. Et puis, je vais dégager les caractéristiques d'un dispositif qui a été construit pour essayer de soutenir, de favoriser le travail collectif des enseignants. Et ensuite, je vous montrerai comment j'ai analysé la participation des professeurs. La participation, je la définis en référence au philosophe Zach, qui dit que participer, c'est prendre part, c'est adopter une part, hein, c'est-à-dire contribuer, et c'est recevoir une part, c'est-à-dire bénéficier. Et la participation n'est réelle que si on articule ces trois figures de la participation. Alors, le contexte et l'objet de la recherche, en fait, c'était donc une recherche sur les conditions de l'évolution des connaissances professionnelles au sein d'un collectif de professeurs de sciences. Ces professeurs de sciences étaient des professeurs de SVT, de sciences physiques et de mathématiques. Il y en a 4 qui ont traversé toute la recherche sur les 2 années. Il y a une personne qui avait une position dès le départ par choix du collectif un peu plus marginale et qui a été mutée l'année suivante. Donc c'est pour ça que je marque 4+1. Les objectifs de ce collectif, en fait, c'était de s'engager dans un problème professionnel, d'essayer de le tordre, de le comprendre, de le résoudre, et d'essayer de permettre aux élèves d'élaborer des hypothèses en sciences expérimentales, de conjectures en mathématiques, dans le cadre d'une démarche scientifique. Et de façon plus précise, c'était comment préparer de telles situations d'enseignement. Et l'objet de la recherche était d'étudier les connaissances en jeu qui sont dans le travail de préparation et l'évolution de ces connaissances, en fait. Donc là, le questionnement que je resserre pour aujourd'hui, en fait, c'est de regarder quel dispositif peut soutenir le travail collectif entre les professeurs et quelle est la participation effective des professeurs à ce collectif. Alors, le travail collectif, je le regarde ici à partir du cadre de l'approche documentaire du didactique, en fait, où le collectif le travail du professeur va se manifester par un jeu d'interaction. Un jeu d'interaction avec des individus, des interactions sociales, avec les élèves, avec les acteurs du système éducatif, ses collègues, éventuellement plus larges, et puis un jeu de ressources qui sont ces ressources personnelles, des ressources des autres acteurs. Et ce cadre regarde les ressources comme quelque chose de très large. En fait, c'est tout ce qui est susceptible de ressourcer l'activité du professeur, en fait. Donc, ce n'est pas uniquement des ressources matérielles.
Et dans ce cadre, en fait, l'idée, c'est que c'est toutes ces interactions avec les ressources, avec les autres collègues, avec les élèves, en fait, sont source, en fait, du développement professionnel. Dans cette approche, en fait, le travail de préparation, il est regardé comme un travail de mise au travail des ressources. Il s'agit de les sélectionner, de les adapter, de les organiser dans le temps, dans l'espace, pour fabriquer ce que le professeur appelle sa préparation de cours, sa préparation de classe, qui est une ressource. Et tout le long de ce temps de préparation, en fait, il a en tête les usages qu'il va avoir dans la mise en œuvre en classe, et il a en tête les effets potentiels que ça peut avoir sur les élèves ou que ça a eu sur les élèves dans d'autres circonstances. Et ce travail de préparation, il est orienté par des connaissances professionnelles, et il les conduit donc en interaction avec les professeurs du collectif dans notre dispositif et éventuellement d'autres collègues. Donc, pour construire un dispositif qui permette de soutenir l'activité vraiment du collectif, il y avait deux difficultés contextuelles importantes. C'est que l'objet qui a été choisi, en fait, le travail de préparation pour les démarches d'investigation, en plus, c'est un objet qui est complexe. Le travail de préparation, c'est un travail, en fait, où l'enseignant a une liberté pédagogique dans son organisation et une liberté sur la production qu'il va prendre à la fin, en fait. Il y a toute une part qui relève d'un travail d'anticipation. Et quand c'est dans le cadre des démarches d'investigation, c'est dans le cadre de démarches où on attribue une forte responsabilité aux élèves. Donc tout ce travail est complexifié. Et la deuxième difficulté, c'était les spécialités disciplinaires. C'est Le Baume qui parle des spécialités disciplinaires dans le sens où il dit que les enseignants du secondaire sont des enseignants qui sont spécialistes de leur discipline. Et que cette spécialité, elle s'est construite à partir de leur formation universitaire, de la façon dont est fait le concours de recrutement, les associations de professeurs, les ressources. Et les professeurs sont enfermés en quelque sorte dans une espèce de culture disciplinaire. Il est très difficile pour eux d'aller vers l'autre. Et cette difficulté, elle relève d'une crainte de manque de légitimité souvent. Il parle de frontières de verre en fait entre les professeurs, parce qu'on pourrait franchir ces frontières, mais les professeurs se créent cette impossibilité d'aller vers l'autre. Donc ça, c'était des difficultés contextuelles qui étaient difficiles pour permettre un travail collectif. Dans les hypothèses de travail qui ont conduit à construire le dispositif, il y avait l'idée que la posture réflexive sur le travail de préparation devait permettre un développement professionnel. Et que les interactions entre les professeurs et leurs ressources étaient aussi facteurs de développement professionnel. Donc il s'agissait de construire un dispositif qui prenne en compte ces hypothèses pour arriver à soutenir vraiment une participation effective des professeurs dans ce collectif sur une durée de 2 ans. Donc j'ai proposé un dispositif qui s'appelait une ingénierie d'investigation réflexive, qui avait encore un double enjeu, mais que je ne développerai pas ensuite. C'était en plus un dispositif qui devait permettre de mettre les professeurs en situation de recueillir les données de la recherche en les mettant en situation d'investigation sur leur propre activité. Mais je ne développerai pas cette partie-là dans le cadre de cette communication. Alors dans ce dispositif, les caractéristiques, en fait, ça a été une première chose, ça a été la posture du chercheur. C'est un collectif qui était associé au chercheur. Le chercheur, en fait, il a soutenu l'émergence et le fonctionnement du collectif sur la durée, c'est-à-dire qu'il propose, il négocie, il outille, il régule l'organisation du collectif. Mais il ne porte pas d'opinion sur ce qui est dit, sur ce qui est fait, et il ne fait pas d'apport théorique. Donc on n'est pas, moi qui avais beaucoup travaillé dans les LEA, dans le cadre d'une ingénierie coopérative où on s'en distingue très nettement dans le sens où il n'y a pas un partage des expertises. C'est un choix, puisque mon choix était de voir comment ce dispositif au niveau du travail collectif permettait un développement professionnel. Donc j'ai voulu soustraire les apports du chercheur, en fait. Cette posture est assez bien reçue par les professeurs, puisque quand on regarde un petit peu dans un questionnaire de régulation, leur opinion, en fait, c'est qu'elle, en parlant du chercheur, elle a structuré notre cadre de travail, elle nous a permis de nous mettre au clair sur nos idées, les apports ont été sur une approche méthodologique, elle a été une observatrice de nos échanges, donc c'est cette posture-là, en fait, que j'ai essayé de tenir. En plus du soutien à ce collectif du chercheur, il y a un des professeurs du collectif qui a un rôle de coordinateur.
Ce rôle de coordinateur, il est en interaction avec le chercheur et il aide la coordination au sein de l'établissement. Et j'ai mis une mission interchangeable dans le sens, c'est les professeurs qui ont choisi d'être coordinateurs sur des durées qui ont été variables et ils ont pris un relais. Donc c'est vraiment un rôle de coordination et pas de hiérarchie entre les individus. Concernant la forme de travail en fait, entre disciplines, la forme de travail qui a été proposée, c'est la codisciplinarité, pour justement arriver à dépasser les spécialités disciplinaires, dans le sens où les enseignants sont on a dit fermés dans leur discipline, et que l'ouverture est difficile. La posture de la codisciplinarité, en fait, elle vise une co-construction de sens sur un même objet. Et là, l'objet, c'était le travail de préparation, et c'était l'élaboration d'hypothèses et de conjectures par les élèves. Donc, en croisant ces regards, chacun, du point de vue de son expertise, de sa discipline, en fait. De cette façon, c'est une façon d'asseoir chacun, d'écouter l'autre, et de gommer, en fait, les spécificités disciplinaires. Concrètement, en fait, comment ça se manifeste? Eh bien, par exemple, le professeur de SVT, il prépare et il met en œuvre des situations d'enseignement de SVT dans sa discipline, mais il les prépare en interaction avec les autres parce que tous les professeurs ont pour visée de réfléchir comment on prépare à ce type de situation, avec des regards croisés depuis sa discipline. Donc on est dans le cadre d'une coopération distribuée. Pour soutenir la préparation, j'ai proposé 3 principes méthodologiques en fait. 3 principes qui peuvent paraître très élémentaires, mais quelque part qui méritent aussi d'être posés, d'être écrits, parce qu'on se rend compte finalement quand on travaille dans les LEA que quelquefois ça échappe en fait. Donc le premier, c'est une association de professeurs qui soit volontaire et éclairée sur la recherche qui va être faite. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, eh bien, il y a une information qui est vraiment exhaustive du projet. Quel est son objet, comment on va travailler, quelles sont les responsabilités de chacun. Et à partir de ça, les professeurs vont pouvoir se prononcer. Et même, je leur ai demandé de ne pas se prononcer tout de suite, d'attendre un certain délai, de pouvoir reposer des questions, de façon à vraiment savoir à quoi ils s'engageaient, et ensuite de prendre un engagement, avec une vigilance aussi que cet engagement soit dégagé de toute pression institutionnelle. Ce n'est pas un IAIPR, ce n'est pas un proviseur qui demande à ce qu'on participe à la recherche. C'est un enseignant qui fait ce choix délibéré. Le deuxième principe, il repose sur le principe de reconnaissance réciproque d'honnête, qui dit que chaque sujet humain est fondamentalement dépendant du contexte de l'échange social organisé, selon les principes normatifs de la reconnaissance réciproque. La disparition de ces relations de reconnaissance débouche sur des expériences de mépris et d'humiliation qui ne peuvent être sans conséquence pour la formation de l'identité de l'individu. Et cette idée donc de reconnaissance de l'individu m'a semblé très importante. J'ai proposé une double reconnaissance institutionnelle dans le sens où, dans le cadre de cette recherche, pour moi, il y avait deux institutions fortes, celle de l'éducation nationale et celle de la recherche. On pourrait imaginer un autre contexte où il y aurait 3 peut-être ou 4 institutions. Et en l'occurrence, l'idée, c'était de permettre aux professeurs d'articuler les missions qui lui étaient confiées, que ce soit faisable. Donc, dans cette reconnaissance, c'est par exemple du côté du chercheur de prendre en compte le contexte, les programmes, l'emploi du temps, des choses aussi simples que ça. Du côté du chef d'établissement, de permettre aux chercheurs de rentrer dans l'établissement, de donner une salle pour se réunir, des choses de ce registre-là. Et puis, que chaque partie reconnaisse le professeur comme acteur de ce projet. Et le reconnaître comme acteur, pour le chercheur, c'est reconnaître son expertise d'enseignant. Si on reconnaît son expertise d'enseignant, c'est reconnaître qu'il fait avancer la recherche et c'est le maître co-signataire de ses publications. C'est reconnaître pour l'institution, par exemple, pour l'EIA-IPR qui va venir prendre une visite, reconnaître le travail d'engagement dans cette recherche et le prendre en compte dans l'évaluation. Et on peut décliner énormément de choses, de réflexions sur qu'est-ce que c'est que cette double reconnaissance. Le troisième point, c'est un principe de faisabilité, c'est la conception dans l'usage des outils méthodologiques, c'est-à-dire que c'est en avançant dans le temps de prendre en compte, d'avoir des outils et des méthodes qui soient suffisamment flexibles pour pouvoir les réinterroger et les réguler et les adapter au fil du temps. Donc ça implique des espaces de négociation, de régulation, de coordination. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Encore un point, donc, pour avancer dans ce dispositif, l'idée c'était de soutenir une posture réflexive, puisque c'était dans les hypothèses, et par des interactions. Des interactions d'une part en présentiel, donc c'était permettre aux enseignants d'observer le travail qui avait été préparé.
des observations croisées, où le professeur, par exemple, de SVT, je le prends au hasard toujours, de SVT, met en œuvre dans sa classe, et le professeur de mathématiques et de sciences physiques qui avait interagi avant sur cette préparation, ils viennent observer et voir l'effet que ça prend. Il y avait des moments de débriefing suite à ces observations croisées, et pour illustrer la conception dans l'usage, ça c'est un outil que je n'avais pas envisagé parce que je pensais que c'était trop lourd, et ça a été une demande en disant mais on vient de voir, on veut en parler, on instaure des débriefings. Et puis c'était des temps de focus group en fait, où c'était des temps d'échange sur un objet, un sujet qui cristallisait l'attention des professeurs au fil du temps, qui était dans un premier temps proposé par le chercheur et au fil du temps qui était proposé en fait par les professeurs. Et il s'agissait de soutenir aussi cette posture réflexive par des interactions à distance, puisque le temps de travail continue à distance ou s'initie à distance, et avec des temps présentiels. Et là, je me suis appuyée sur Thérault, sur l'idée de conscience pré-réflexive des acteurs, qui dit que les acteurs ont une compréhension implicite de leur vécu, et qu'en conséquence, ils peuvent montrer, raconter, commenter leur activité. Ils peuvent parler de leur activité. Donc, à partir de là, j'ai proposé aux professeurs de partager leur travail de préparation, qui se fait généralement dans des lieux divers, à des moments divers. Donc, on ne peut pas partager en direct, sauf une toute petite partie avec ses collègues si on se réunit. Mais c'est un travail à long terme, un travail de préparation. Donc, de le partager par un fichier collaboratif où il était proposé de décrire en fait ce travail de préparation. Qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que je fais? Et les collègues pouvaient interagir à distance, quand ils le souhaitaient, de manière asynchrone, en apposant des commentaires. Ces commentaires, le professeur concepteur pouvait réagir, donc en fait, ça générait des fils de discussion. Et on voit qu'en fait, les professeurs arrivent à quoi ressemblaient ces écrits, en fait. Dans ces écrits, on retrouve des éléments de description, de justification et de prévision. On retrouve par exemple en description, voilà un extrait, nous avons modifié un peu la formulation, affiné le timing de l'activité. On est du registre de la description. L'idée principale de la modification du texte, c'est que d'abord les élèves ont quelque chose à chercher. Et là, on est dans le registre de la justification. Et puis on trouve, je ne pense pas que les élèves évoquent le périmètre ou l'air. Et là, on est dans le registre de la prévision. Donc ces éléments de description, de justification et de prévision correspondent à des éléments d'explicitation du travail de l'activité. Et cette ressource qui est en train de se construire, c'est ce que j'ai appelé une méta-ressource en fait. Donc cette méta-ressource, elle permet de soutenir une posture réflexive et elle permet de soutenir des interactions et du coup une intercompréhension entre les acteurs. Donc ce dispositif, si on reprend sommairement, les grandes idées, c'est des principes pour soutenir la participation des professeurs, avec des professeurs volontaires éclairés, une double reconnaissance, des conceptions dans l'usage des outils, une codisciplinarité pour aider l'intercompréhension, une coordination de ce collectif qui est à la fois externe par un professeur de groupe, mais aussi par le chercheur, mais aussi en interne, et puis des méta-ressources et des temps de rencontre pour soutenir les interactions entre les professeurs. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'analyse de la participation que je vais repasser au crible du filtre, prendre part, contribuer et bénéficier. Un préalable pour Zach du prendre part, c'est qu'il est nécessaire pour qu'on puisse prendre part, c'est qu'il y a un intérêt antérieur, autrement dit qu'il y a une motivation. Et tous les professeurs, en fait, avaient 2 à 3 axes de motivation qui étaient soit l'approche interdisciplinaire, soit les démarches d'investigation, soit une réflexion sur la discipline enseignée, sur sa propre discipline, soit une amélioration des pratiques. Donc, ils sont rentrés dans le dispositif, éclairés et avec une motivation. Le prendre part, on peut l'apprécier au cours des 2 années, dans le sens où tous les professeurs déclarent leur intérêt par un questionnaire, la première puis la 2e année, en fait, à l'intérêt de travailler dans un groupe qui est constitué comme ça de 3 disciplines. Ils disent que ça permet de prendre du recul, que ça permet de créer du lien pour les enseignements, pour les élèves, de se mettre à distance de façon intéressante. Ils reconnaissent que le regard d'une autre discipline sur la sienne est très riche. Ils produisent des méta-ressources, tous. Ils commandent des méta-ressources, tous. Ils sont tous présents au focus group et aux réunions de régulation. Il y a eu une absence pour une grippe une fois. Ça dure 2 ans, il y a beaucoup de réunions. Et ils effectuent tous des observations croisées. Donc, il y a vraiment à prendre part dans ce collectif. Tous contribuent aussi au collectif. Alors, les contributions, je les ai analysées principalement par une analyse systématique des contributions qui sont faites sous forme de commentaires écrits dans la description du travail de préparation.
Je donne un exemple pour voir comment je caractérise la contribution. Là, c'est le contexte d'un professeur de SVT qui fait une préparation sur, je dis des gros mots, la divergence, la séparation des plaques lithosphériques, et qui veut mettre ses élèves en situation de poser des hypothèses à partir de la manipulation d'une maquette sur la divergence des plaques. Et le professeur de sciences de physique, dans son commentaire, l'interpelle et lui dit « J'ai été surprise de voir que la modélisation venait comme support pour faire émettre des hypothèses. Je la verrais plutôt comme une validation, comme une démonstration. » Et le professeur de SVT répond « Dans mon idée, une modélisation n'est qu'une vision simplifiée, virtuelle de la réalité, qui permet de mieux s'approprier des contextes géologiques non accessibles par des sorties ou des observations directes, et qui permet donc éventuellement d'émettre des hypothèses, mais pas de les valider. » Alors là, il y a deux choses. Je fais une petite analyse à deux niveaux très rapide. C'est qu'on voit l'enjeu de la codisciplinarité et que sur un objet frontière, le modèle, la modélisation, il y a un moment intéressant d'interaction entre les deux professeurs. Mais je considère que c'est une contribution parce qu'en fait, c'est un commentaire qui est articulé à la préparation réellement. C'est pas juste, ouais, c'est bien, ou c'est articulé. Et d'autre part, ça entraîne une réaction de celui qui a conçu. Là, il se justifie en l'occurrence. Quelquefois, c'est pas du registre de la justification. Donc, à partir du moment où il y a un commentaire qui est articulé et qui entraîne une réaction, je l'ai considéré comme une contribution. Quand on regarde dans les préparations, il y a 9 contributions de cette catégorie. Il y a des contributions moins abouties, beaucoup, mais de cette catégorie, il y en a 9 par préparation, et ça représente 1 à 3 selon les professeurs. Donc on peut dire que tous contribuent, même s'ils contribuent un peu de façon inégale, et là on peut rentrer un peu dans le détail pour voir pourquoi. On peut mettre en évidence des facteurs qui ont favorisé ou freiné un peu les contributions. La discipline joue un rôle et aide aux contributions, parce que quelque part on rentre tout de suite dans la problématique de la discipline. Et il y avait 2 professeurs de maths, un de physique, un de SVT. Et on voit qu'il y a un jeu de contribution particulière qui s'opère entre les 2 professeurs de maths. Mais ce n'est pas du tout le seul facteur. On voit d'autres contributions nombreuses et qui s'appuient sur autre chose. On voit que les professeurs qui ont une forte expérience des pratiques collectives contribuent plus volontairement. On voit qu'entre les 2 professeurs, même si ce n'est pas la même discipline, s'il y a un intérêt pédagogique partagé, comme par exemple, on partage une même classe, on a une connaissance des élèves, on sait comment ils vont réagir, et ça entraîne des contributions. Et puis, on constate aussi des contributions que j'appelais don contre don, c'est-à-dire que plus un professeur contribue envers un professeur, en retour, plus l'autre contribuera. Et qu'à l'inverse, s'il y a un frein, ça génère un frein en retour. Donc il y a un problème de relation humaine, de reconnaissance, qui joue aussi dans la contribution. Les bénéfices des professeurs, je les ai regardés de 2 façons. Je dirais que le cœur de ma thèse, c'était justement, si je bénéficie, j'ai une évolution des connaissances qui oriente cette activité. Et je ne le présenterai pas ici. Mais donc j'ai mis en évidence effectivement un développement des connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est de voir une évolution des connaissances qui bascule d'un pôle au départ qui est plus pédagogique sur des choses très générales de gestion de classe. Et au fil du temps, les connaissances évoluent sur un pôle épistémologique et didactique qui sont au cœur de la discipline, bien que je travaille avec des disciplines différentes. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Le bénéfice, je l'ai regardé aussi d'un autre regard, c'est sur la réorganisation des ressources des professeurs qui vont guider leur activité et qui font partie de leur développement professionnel. On voit qu'il y a de nouvelles ressources, en fait, et de nouveaux usages de ressources anciennes qui se constituent. Et que ces réorganisations de ressources sont d'une part au service de l'activité du collectif, de ce qui est travaillé dans le collectif, mais ça va au-delà, ça va aussi au service d'une activité professionnelle beaucoup plus élargie. Alors, je vous propose 2 exemples pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Par exemple, un professeur en ce qui concerne l'organisation d'un travail de groupe avec ses élèves. Il y a un professeur en 2013 qui exprime dans un entretien, c'est plus une pratique que je n'avais pas et que j'avais un peu de mal à mettre en œuvre. Et je ne suis pas absolument persuadée que ça apporte quelque chose. Il n'était pas très à l'aise avec ça. Et au cours de l'année 2013, il observe les 3 autres professeurs, et les 3 autres professeurs mettent en place un travail de groupe. Et il voit des techniques d'animation, il voit comment ça se passe. Et la 2e année, en fait, toutes les séances de ce professeur qui ont été observées mettaient un temps de travail, s'appuyaient sur le travail en groupe des élèves, mais avec un travail construit. Donc je dirais que dans le cas des séances observées, on est au service du collectif, là, mais que de façon plus large, la salle a été organisée à partir du mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année en îlot.
Donc c'est au service plus largement de son activité professionnelle, on sort largement du collectif, et il exprime dans l'entretien, maintenant je me sens capable et je pratique, parce qu'il écrit par écrit, c'est lui qui met un point d'exclamation, la mise en groupe au pied levé. Donc on voit un développement professionnel, un bénéfice de cette participation au collectif. Je donnerai un autre exemple qui montre aussi la dynamique de la circulation des ressources en fait. On a un professeur de sciences physiques qui, participant au collectif, choisit de participer à une formation sur les démarches d'investigation codisciplinaire. Et elle découvre à cette occasion un logiciel de carte mentale. Elle utilise ce logiciel de carte mentale pour essayer de modéliser ce qui, selon elle, est un travail de préparation qui permet d'engager les élèves dans l'élaboration d'hypothèses. Donc elle l'utilise au service du travail du collectif. Et elle présente ça en focus de groupe aux autres. Donc le professeur de mathématiques, qui jusque-là explique qu'il n'utilisait pas cet outil, utilise cet outil de carte mentale, mais il l'utilise dans un tout autre contexte, pas du tout pour les démarches d'investigation, et il l'utilise pour faire émerger les représentations des élèves dans le cadre d'une évaluation diagnostique. Donc on voit cette circulation des ressources et cette dynamique professionnelle qui s'installe. Donc, en conclusion, on peut dire que le travail collectif, il inscrit les professeurs dans une communauté d'apprentissage à partir du moment où il est effectif, en fait. Et il les inscrit aussi dans, dans un cercle vertueux de développement professionnel. C'est-à-dire qu'on ose faire. On ose faire, par exemple, le professeur de SVT s'inscrit dans des concours du type concours La science, c'est génial. Et il dit, mais avant, j'aurais jamais osé. Avant, j'aurais jamais osé. Donc, ça dynamise son travail. Il y a un des professeurs qui propose au plan de formation académique une formation sur le travail autour des hypothèses en sciences physiques. Et puis, il y a un professeur qui, jusque-là, dit qu'il ne lisait pas de revues en didactique. Et depuis, il va rechercher les revues IREM et il se met à lire de la revue en didactique. Et plus largement, tous ces professeurs, à la fin, se sont engagés dans une autre recherche, dans le projet de recherche FASMED qui était sur l'évaluation formative avec les usages de la technologie. Et ils ont coopté d'autres professeurs du collège pour travailler avec eux. Donc c'est vraiment une inscription dans une dynamique professionnelle. Sur la codisciplinarité, c'est intéressant de voir que c'est une forme de travail collectif entre disciplines qui a permis à des professeurs de disciplines différentes de travailler ensemble, de se développer en travaillant ensemble, et ça a permis de dépasser ces freins qui étaient liés aux spécialités disciplinaires. Ça a permis d'aller plus loin que ce qu'on observe souvent, c'est-à-dire une juxtaposition des disciplines. Et ça leur a permis de réfléchir, de donner davantage de chance à ce qui était fait, de se rendre compte que le collègue il rentre comme ça, mais du coup, moi, qu'est-ce que ça donne au niveau des élèves? Et les professeurs, si vous avez compris la codisciplinarité, là, elle se jouait sur un problème professionnel qu'on regardait de chacun de sa discipline. Mais dans le projet FASMED, les professeurs ont été plus loin parce que là, ils se sont mis à construire des séquences d'apprentissage pour les élèves qui sont codisciplinaires. Ce sont des ressources qui sont en ligne. Quand vous aurez le diaporama, vous pourrez aller voir justement. Par exemple, sur les échelles en mathématiques en 6e, la problématique des échelles qui sont utilisées de deux côtés et ils ont vraiment essayé de voir comment ça se répondait de part et d'autre. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui. Bon. Alors, je voudrais terminer simplement en essayant de mettre un peu en perspective ce qui a été dégagé dans ce collectif, dans ce dispositif, et de regarder le travail collectif des équipes de la CARDI et de voir finalement où sont les appuis. Les équipes de la CARDI qui sont en expérimentation, elles travaillent avec des conseillers en développement et elles travaillent avec des ressources qui sont proposées à la CARDI et elles sont structurées, pilotées par une cellule de la CARDI. Donc, c'était d'essayer de voir, j'ai passé un peu au crible pour essayer de voir en quoi la CARDI essaye de soutenir le travail collectif des équipes qui sont en expérimentation. Donc, je mets en parallèle à chaque fois les leviers que j'avais pu identifier et comment ça se traduit, en fait, dans le cadre de la CARDI. Donc, l'importance, on a dit, d'engagement de personnes qui soient volontaires et éclairées. À la CARDI, il y a une visite de contact avant de commencer, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller qui va sur place et qui essaye de comprendre le projet, et qui essaye de comprendre dans quelle mesure les professeurs sont effectivement engagés dans le projet ou pas, ou est-ce que c'est un projet qui est du chef d'établissement, mais il n'y a pas vraiment une équipe derrière, ou d'un projet qui vient d'un IEN. Donc il y a cette visite de contact qui joue un rôle. Il y a ensuite une journée de rentrée qui permet d'expliquer le fonctionnement de la CARDI, de voir si on s'y retrouve, comment ça se passe. Et puis il y a un contrat d'intervention du conseiller du travail du conseiller avec les équipes. Donc ce sont des objets, des outils, des façons de faire qui tentent d'éclairer le plus possible les équipes. Il y a la problématique de la reconnaissance par les différentes institutions dans lesquelles un professeur est impliqué. Il y a un contrat académique
qui permet de formaliser les choses et à partir du moment où une équipe rentre en expérimentation, l'académie reconnaît qu'elle va pouvoir bénéficier de regroupements, bénéficier d'outils, bénéficier d'un conseiller en développement, etc. Donc c'est une reconnaissance du travail pour pouvoir l'aider et qui va aussi lui accorder une rémunération. Donc il y a des éléments de ce type-là. Il y a des éléments donc, pour fonctionner et il y a des éléments de reconnaissance, de labellisation et de valorisation. Alors je dirais que là, on voit qu'on a besoin de travailler encore, c'est le travail sur la valorisation. Je ne l'ai pas mis en italique, mais en général, quand j'ai mis en italique, c'est un peu les points d'achoppement qu'on essaye de travailler. Et quand je parle de la reconnaissance de l'institution, on a une faiblesse au niveau du maillon du premier degré qui est complexe. Et j'en parle parce que je sais que ça concerne toutes les expérimentations aussi dans les Léa. C'est-à-dire qu'en fait, le DAZEN va signer un contrat académique, mais l'application et la structure du primaire fait qu'au bout du compte, les enseignants, le DAZEN signe, oui, il va pouvoir participer à des regroupements, mais dans la réalité, ils ne peuvent pas participer à des regroupements. Hier, on a fait la journée de rentrée, il nous manquait un quart des participants, notamment pour des problématiques de ce type-là, ou parce que le proviseur a été changé, que du coup, il ne reconnaît pas le travail, il ne les laisse pas partir. Et ça parle à tout le monde, c'est pour ça que j'en parle. À l'Acadie aussi, on se heurte à ces difficultés sur lesquelles il faut donc continuer à travailler. Il y a un soutien en fonctionnement. On a vu tout à l'heure le rôle du chercheur, l'importance du rôle du chercheur, du coordinateur. À l'Acadie, il y a au sein de l'équipe un chef de projet qui joue le rôle de coordinateur interne, et il y a un conseiller en développement, en fait, qui va venir travailler et soutenir le travail. Et ce conseiller en développement travaille en articulation avec la cellule. Donc il y a plusieurs maillons, en fait, de management des équipes pour essayer de soutenir le fonctionnement. On a parlé de conception dans l'usage des outils et de la nécessité de temps de régulation. Donc il y a une réflexion aussi autour de la révision des outils. Mais presque à l'Acadie, aujourd'hui, il y a une problématique peut-être qui a été, on est en réflexion là-dessus, c'est qu'il faut aussi laisser une certaine stabilisation dans les outils pour que les gens aient le temps de les faire tourner et ne pas les bouger trop vite. Donc ça, c'est des points dont on se rend compte. Et la deuxième chose, c'est que si on révise les outils, on applique tous les usagers. Et vous avez vu qu'on a un maillon à plusieurs échelles et on ne peut pas bouger les outils dans un maillon. Donc il y a une complexité, on voit quand même à ce niveau-là. On a des outils pour essayer de questionnaires d'évaluation, de séminaires où on travaille, pour essayer de réguler tout ça. On a vu que c'est important d'avoir une aide à la réflexion sur son activité pour permettre une intercompréhension entre tous les acteurs. Le rôle du conseiller en développement, c'est la mi-critique. Sa mission principale, c'est d'essayer de mettre les équipes en posture réflexive. Même s'il n'a pas une expertise particulière sur l'objet qu'il travaille, il peut les aider à réfléchir et à avancer. Puis il y a des outils, un cahier d'expérience, une trame d'expérience, en fait, qui sont là pour ça. Dans nos points d'achoppement, c'est qu'ils sont partagés. Mais pour l'instant, en fait, il faut qu'on arrive à les rendre encore plus collaboratifs dans la circulation pour que ce soit vraiment des écrits pour l'action. Il y a encore un travail à réfléchir, et leur articulation notamment entre le présentiel et à distance. Et puis pour terminer, l'idée de la coopération distribuée qui permet d'installer aussi des acteurs d'expertise différents dans un même collectif, en fait. On est en train de développer, c'est pas nouveau, mais on est en train de renforcer ce qu'on appelle des groupes de développement, c'est-à-dire de mettre ensemble des équipes qui partagent une même thématique d'expérimentation, mais différente, pour leur permettre de partager des expertises et de croiser leur expertise. Et là, c'est des groupes qu'on a besoin de dynamiser, mais on est en réflexion sur ce point. Donc, c'était pour voir dans quelle mesure, en fait, comment on pouvait faire vivre et analyser éventuellement d'autres travails d'équipe. Donc, à l'Acadie, on peut dire que les équipes en expérimentation, elles sont dans le cadre d'une communauté d'apprentissage. Elles sont associées à un conseiller en développement, elles sont soutenues par l'Acadie, par des modalités, par des outils. Donc si l'Acadie, elle a pour mission de soutenir des dispositifs d'innovation, on voit qu'aussi c'est un dispositif de développement professionnel des acteurs de l'innovation pour soutenir en fait l'innovation. Plus largement, pour terminer sur une petite perspective, c'est qu'on pourrait réfléchir à des dispositifs de formation innovants qui prennent en compte ces différents facteurs du travail collectif pour les potentialiser au maximum, puisqu'à partir du moment où on arrive à faire véritablement fonctionner un collectif, on est dans un dispositif de formation, en fait. Je vous remercie.
C'est nous qui te remercions, Michel, pour cet exposé, cette conférence qui va être certainement très très éclairante pour bon nombre de Léa dans leur modalité de travail collectif. Le travail n'est pas tout à fait fini pour toi parce que je pense que tu vas avoir un certain nombre de questions, peut-être d'un professeur de SVT éventuellement pour commencer. Non, j'ai cru, pardon. Si tu veux, je veux bien, mais pas de problème. Oui, exact. Si je prends les deux à Michel, c'est vrai que, voilà, pardon, je n'avais pas réalisé la chose. Donc, des questions dans la salle à Michel? Je te le rends. Bonjour. J'ai une question sur la première diapo, celle d'introduction, où il y avait quelques mots sur le lien entre injonction institutionnelle et travail collectif. Et me demander s'il y avait une réflexion de ta part sur la mise en place des EPI qui appellent un travail collectif et sur ce point-là. Est-ce que ça a fait partie de ta réflexion ou pas? Parce que et ça s'appuie sur le fait que dans notre LEA qui est en devenir, il y avait beaucoup de projets qui étaient en gestation et un sentiment qu'il y a une déperdition du nombre de projets suite à cette injonction institutionnelle. Du coup, savoir s'il y avait eu une réflexion sur la question. La réflexion, je crois... Pardon. Donc Thomas Garcia, je suis sur un collège de Gap. Je crois que l'idée, c'est qu'effectivement, un collectif, ça ne se décrète pas. Donc, si on a une lecture uniquement, une lecture injonction du travail collectif, ça ne fonctionne pas. Et le travail, en fait, c'est vraiment le travail de pilotage, après, d'accompagnement, pour que les équipes puissent s'emparer, pour qu'ils deviennent des volontaires et qu'ils aient envie de travailler, par exemple, dans le cadre des EPI, parce que c'est une ce cadre-là, mais on peut en trouver d'autres. Et c'est de réfléchir au niveau de l'établissement à qu'est-ce que je peux essayer de mettre en œuvre pour soutenir ce travail collectif? Parce qu'il ne suffit pas de dire on doit mettre en place des EPI, donc il faut travailler ensemble. Et si on s'arrête là, on bute tout de suite droit au mur. C'est vraiment avoir la réflexion à l'échelle de l'établissement, de façon large, à réfléchir comment est-ce que je peux le mettre, ce travail collectif, qu'est-ce qu'il implique et qu'est-ce que je peux essayer, chacun de mon maillon, de mettre en place de façon congruente pour que ça puisse fonctionner. Et l'autre, parce que tu as pris les EPI, tu aurais pu parler des cycles, autre chose, mais comme tu as pris les EPI, par rapport au travail que j'ai conduit, je trouve que la posture de la codisciplinarité est très intéressante pour essayer de rentrer dans un travail à plusieurs disciplines, tout en se sentant légitime, expert du travail que je fais. Et en fait, cette codisciplinarité, tu avais participé à une formation qu'on avait faite il y a longtemps. Je crois que ça fait longtemps qu'on le ressentait de façon empirique. Et dans mon travail de thèse, je voulais pouvoir l'apprécier, effectivement, de rendre compte dans quelle mesure, effectivement, ça permettait aux professeurs de se développer du point de vue de leur propre discipline. Le fait de mieux comprendre la discipline des autres aide à construire et à développer les apprentissages pour les élèves et aide à mieux comprendre sa propre discipline. Ça, c'est vraiment un élément qui me semble intéressant. Bonjour, Emmanuel Lilan, Direction générale de l'enseignement de la recherche de l'agriculture. Alors, à moins que je n'ai pas assez bien écouté, je m'interrogeais sur l'évaluation qui avait été faite. Est-ce que les enseignants avaient évalué leur rapport dans chacune de leurs disciplines ou est-ce que l'évaluation avait été faite collectivement? Alors, je ne sais pas de quelle évaluation vous parlez. Des interros basiques. Il n'y a pas d'évaluation des élèves, puisqu'en fait, le travail, il a porté sur les enseignants et sur le développement professionnel des enseignants. Et quand j'ai parlé des connaissances, c'était les connaissances professionnelles, les connaissances qui orientent l'activité des professeurs dans leur travail de préparation. Donc le maillon supérieur, mais c'est si jamais je peux m'engager dans une deuxième thèse, ça va être d'aller voir comment ce développement professionnel permet le développement des apprentissages des élèves, qui est essentiel, mais c'est des travaux tellement lourds en fait, que là, le focus a été porté sur les enseignants. Mais quand même, Michel, peut-être que aussi c'était des travaux qui étaient menés par chaque enseignant dans leur propre discipline. Donc, ils ont sans doute évalué des choses, eux, dans leur propre discipline. Ils ont évalué des choses et eux ont un ressenti positif. Mais je peux parler que de ressenti empirique, de ressenti des professeurs qui ont l'impression de progression des élèves. Mais moi, je n'ai pas regardé, me suis pas donné les moyens d'apprécier véritablement les apprentissages des élèves.
Bonjour, Karine Dufour, je suis enseignante en lycée agricole. En fait, vous parlez de codisciplinarité et je voulais savoir si dans le cadre de vos travaux, vous aviez cherché et travaillé sur la pluridisciplinarité qui s'effectue en enseignement agricole. Alors, ce sont des termes, en fait, inter, pluri, trans, co, très, très polymorphes, en fait, qui prennent des sens très, très différents. Donc, je ne sais pas quel sens vous donnez, donc j'ai du mal à m'arrêter. Et de mon côté, j'ai choisi le terme de codisciplinarité parce qu'il a été défini par Blanchard Laville de façon claire et précise. Et quand on prend, par exemple, la dénomination interdisciplinarité, selon les travaux de différentes personnes, on trouve des choses extrêmement différentes. Donc ça permet d'avoir défini au travers de code, d'avoir défini les choses de façon plus... Personnellement, quand je parle de pluri, pour moi, ça ne préjuge pas de la façon dont l'articulation des disciplines se font. Donc c'est pour ça que je demande dans quel sens c'est travaillé. Alors le sens, je ne sais pas si je peux en donner une définition purement théorique, enfin, il y a mieux placé que moi, mais tout simplement c'est un enseignement qui fait partie de nos emplois du temps comme une discipline et on est amené à travailler sur de la pédagogie de projet et chacun apporte ses connaissances de sa propre discipline en fait. Donc c'est vraiment un travail collaboratif et ce qui serait intéressant, ce que je pense, ce que j'aurais aimé savoir aujourd'hui, c'est quel est le regard que vous auriez porté dessus en fait. Ben moi, ce qui m'aurait intéressé, une autre tête. Non, ça aurait été de voir justement comment se joue l'articulation entre les disciplines et de regarder effectivement si on est dans un jeu soit de façon caricaturale de juxtaposition. Il y a un enseignement en seconde qui est l'enseignement MPS de méthode et pratique scientifique, qui est aussi pluridisciplinaire. Et quand on regarde les ressources qui sont proposées par l'institution, quand on les analyse, on voit des ressources qui sont, de mon point de vue, d'une juxtaposition des disciplines. Très concrètement, on met les élèves en situation de résoudre une énigme policière. Donc, il y a un premier temps, on se pose la question. Et après, chacun part dans sa classe et chacun va chercher un indice. Et ensuite, on se réunit et on fait le puzzle. Donc, chaque discipline a travaillé en parallèle. Donc, ils ont une motivation. Et c'est intéressant, ils créent une motivation, mais sur le plan des connaissances qui sont travaillées, des compétences, chacun reste dans son domaine. Donc, il y a une juxtaposition. Et on voit d'autres ressources proposées par l'institution où il y a un véritable jeu d'articulation. On a besoin de comprendre un concept pour le réinvestir, on le réinvestit autrement. Le même concept, on en parle de façon différente et on comprend pourquoi on en parle de façon différente, où il y a vraiment une articulation des disciplines. Et je crois que ce ne sont pas forcément les dispositifs, mais c'est la façon dont les personnes s'en emparent, en fait. Et que dans tous les dispositifs interdisciplinaires de l'éducation nationale, les EPI, c'est ce qui va se passer aussi, c'est la façon dont les équipes s'en emparent. Où on va être dans une juxtaposition, jusqu'à aussi, en MPS, on voit des équipes qui font le choix de dire, moi, on se met les 3 profs de la même discipline dans la même salle, et les élèves, ils ne savent jamais, au cours de l'année, qui est le prof de maths, de physique et de SVT. C'est aussi un autre choix, et on gomme les disciplines. Donc, c'est des approches différentes, qui ont toutes des apports, et toutes des plus et des moins, je dirais, et qui méritent d'être... Donc, là, je pense qu'il faut analyser la pratique des enseignants, et pas celle des prescriptions de ce côté-là. Non, mais tout simplement merci parce que c'est déjà un regard éclairant. Je suis pas sûre que je prends les questions de Luc. Merci. Non, c'était pour reprendre la question des injonctions institutionnelles, parce qu'il me semble qu'en fait, il faut regarder, c'est l'écart entre les injonctions institutionnelles et la culture institutionnelle. Ici, évidemment, si on dit aux enseignants, écoutez, vous devez collaborer, ça pose un réel problème parce que la culture institutionnelle, c'est-à-dire les habitudes de travail et les conditions de ce travail ne sont pas celles-là. Si on regarde en Chine, puisqu'on parlait, je vois que d'ailleurs Chongyang Wang n'est pas là, il a séché cet après-midi. Si, elle est là. Et elle écoute. Bon, alors comme ça, elle pourra me contredire. Là, si les injonctions institutionnelles en Chine sont « vous devez travailler ensemble », mais ça correspond à une culture où, depuis des années, pour ne pas dire des siècles, la culture est ce que je fais avec d'autres est supérieur à ce que je fais tout seul. Et ça correspond à des conditions de travail où les espaces sont là pour que les enseignants travaillent ensemble et le temps est reconnu aussi pour qu'ils travaillent ensemble.
Donc il faut à chaque fois, quand on parle d'injonction institutionnelle, voir quelle est la distance entre ces injonctions et les contraintes du travail du professeur, et les habitudes de travail, et la formation, etc. Donc c'est tout un ensemble. D'autres questions à Michel ou rebond? Jean Fleury, ex-Cardi de l'Académie de Lyon. Pour rebondir sur ce que disait Luc, et sans parler du cas chinois, mais de notre cas institutionnel, il me semble que, Michel, tu as parlé de la solution par rapport aux injonctions institutionnelles. Il ne s'agit pas seulement de faire des injonctions, mais il s'agit aussi de créer les conditions de... Et c'est ce que tu as dit quand tu as parlé d'espace de régulation, de négociation et de concertation. Donc ce qui me semblerait intéressant, c'est de voir, par exemple, pour la mise en place d'une injonction institutionnelle que constituent les EPI, voir comment les chefs d'établissement, enfin les acteurs managériaux de base, si on peut dire, ont constitué vraiment des espaces de négociation, de régulation et de concertation. C'est ça, parce qu'on parle d'injonction institutionnelle, mais on ne parle pas de la culture, comme disait Luc, c'est-à-dire de la mise en œuvre pratique de l'action. Donc c'est ça qui me semble important à regarder. Et dans les LEA, je pense que c'est ce que vous développez aussi. Les LEA ont l'intérêt de mettre en place des espaces de régulation, de négociation et de concertation, il me semble. C'est en effet un des objectifs. Pas de réponse particulière, Michel? Qu'il y a d'autres questions? On arrive presque au bout du temps, mais éventuellement, une ou deux petites dernières questions sont envisageables. Oui, Luc, à nouveau. On a beaucoup parlé ce matin de relations entre la recherche et l'institution. Là, je trouve qu'on a eu un exposé, pour faire un compliment à Michel. Je trouve que comme transition entre un travail de recherche et ensuite une implication institutionnelle, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, je t'encourage à écrire un article dessus. Moi, je voulais dire que merci. Parce que on voit plein de choses dans cette présentation. On voit quand même que Michel s'est nourrie aussi dans les Léa et qu'elle les a nourris. Et puis qu'elle nous en renvoie, elle renvoie au réseau tout un tas d'outils pour penser ce qu'on fait nous. Donc voilà, merci Michel. Et dire qu'elle continue à réfléchir avec nous sur comment on collabore, c'est chouette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Sur le site, oui. Je crois qu'après ces dernières interventions, il n'y a pas d'autre chose qu'à dire merci également à Michel et à la féliciter.